Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée à la violence subie par les professionnels de santé. Alors, les violences subies par les soignants, c'est un sujet qui est aussi préoccupant qu'essentiel, puisque ce sujet recouvre une multitude de formes de violence, des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques, des violences sexistes et sexuelles. Et il inclut aussi, on le verra avec le docteur Magali Briane qui est ici avec nous, les violences inhérentes au métier même de soignant. Le métier de soignant, les soignants sont exposés quotidiennement à la souffrance et à la mort, ce qui constitue une forme de violence. L'objectif de cette table ronde, ça va être de dresser un état des lieux des violences. Ça va être donc un état des lieux factuel avec Madame Nion que je vous présenterai juste après, avec des chiffres. L'objectif, ce sera aussi d'analyser les causes profondes de ces violences et de trouver des solutions, présenter des initiatives aussi qui ont lieu ici et là. Et pour cela, on s'entoure aujourd'hui de 3 expertes qui ont leur expertise de par leurs travaux, mais aussi par leur expérience de terrain très riche. Donc je vous présente Madame Nathalie Nion, qui est cadre supérieur de santé, chargée de mission à la direction de la recherche et de l'innovation, co-auteur du rapport ministériel sur les violences à l'encontre des professionnels de santé qui a été publié en 2023 pour le ministère de la Santé. Madame Elsa Mana, complètement à gauche de la table, neurologue, secrétaire générale de l'association Donner des ailes à la santé, qui est une association engagée pour l'égalité des genres et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu hospitalier. Et enfin, au milieu, Madame le docteur Magali Briane, qui est psychiatre, responsable de l'unité de jour dédiée aux soignants de la clinique Montrepos à Écully, près de Lyon. Elle est spécialisée dans la prise en charge du burn-out et notamment des soignants en situation d'épuisement professionnel. Donc on a des intervenants qui ont une expertise riche et très complémentaire, ce qui est très appréciable aujourd'hui. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais citer un chiffre qui est paru dans une étude MNH Odoxa il y a peu de temps, qui indiquait que les soignants sont 2 fois plus exposés que l'ensemble de la population active aux incivilités, aux violences verbales et physiques sur leur lieu de travail. On sait que ces violences ont des répercussions personnelles sur les soignants eux-mêmes, mais aussi sur le système de santé avec de l'absentéisme, du burn-out, du turnover et évidemment une baisse d'attractivité des métiers. Donc Nathalie Nion, vous qui êtes co-auteur du rapport ministériel sur les violences faites aux soignants, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces chiffres et quelles sont les tendances observées entre la parution de ces chiffres et aujourd'hui ? Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Alors, en fait, je ne vous donnerai pas de chiffres, parce que je crois qu'aucun chiffre ne peut vraiment traduire la réalité du phénomène. À la fois parce que je l'ai perçu au travers du rapport, mais aussi parce qu'aujourd'hui, je crois que de nombreuses enquêtes ont été faites, à la fois par des syndicats professionnels, par des ordres, quel que soit, par l'URPS de Occitanie a aussi fait son enquête, et on constate dans toutes les enquêtes, toutes les remontées montrent qu'effectivement, le phénomène est très très important et sous-estimé. Donc effectivement, je ne donnerai pas de chiffres. Et je crois que le chiffre que vous avez cité, il est déjà assez parlant, finalement. On est plus touché en tant que soignant, plus touché que le reste de la population active. Alors effectivement, au milieu de ces professions de santé, certains le sont encore plus que d'autres. Et il est vrai que les infirmières, les aides-soignantes, les professionnels qui sont le plus en proximité sont encore plus touchés que d'autres professionnels qui ont finalement moins d'interaction avec les patients. C'est presque évident de le dire, mais c'est vrai, c'est le constat. Une infirmière, qu'elle soit au domicile, c'est quand même la personne qui est le plus souvent au domicile du patient. Dans les unités de soins, ce sont effectivement aussi les infirmières, les aides-soignantes qui sont le plus en contact. Sans oublier tous ces personnels d'accueil qui, eux, ont de multiples interactions avec des patients et leurs proches et qui sont aussi concernés. Et c'est ce qu'on a aussi mis en évidence dans le rapport, c'est que ça ne concerne pas que les professionnels de proximité du soin, mais l'ensemble des professionnels qui exercent dans des structures de soins en exercice intra-hospitalier ou extra-hospitalier.
ce qui était le but d'ailleurs, entre autres. Et quelles seraient les raisons, de votre point de vue, de cette surexposition des soignants à la violence par rapport au reste de la population ? Alors, les raisons, elles sont multiples. Les déterminants, en fait, ils sont nombreux et finalement, ils se conjuguent pour donner un terreau propice à la montée des violences et à l'expression des violences. À la fois parce que je pense que le docteur Brian le dira mieux que moi, mais parce qu'effectivement, déjà, le soin, l'hôpital, c'est un lieu... Le soin peut parfois être violent aussi pour les patients. La douleur est quelque chose qui peut générer de l'agressivité, de la violence. Donc, on est déjà dans un milieu particulier. On a aussi des profils particuliers. Il peut y avoir des profils de patients psychiatriques, il peut y avoir des addictions qui vont générer aussi des comportements de violence à l'encontre des personnes qui sont là pour les soigner, mais qui sont à un instant T de la prise en charge qui, en fait, n'est même pas entendable. Enfin, le patient n'entend pas, en fait. Ils sont parfois submergés par leurs propres douleurs, parfois submergés par leurs propres émotions, qui font écho, ces émotions, aux émotions des soignants, qui peuvent eux-mêmes parfois être submergés par leurs propres émotions. Donc en fait, c'est un milieu qui est particulièrement propice, qui a peut-être été un peu préservé pendant des années, probablement, parce qu'on avait dans la population générale une représentation de la médecine, de l'hôpital, comme étant un lieu un peu sacralisé, où finalement on était pris en charge et on avait ce respect, peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. Et en fait, ça traduit ce qui se passe dans la société. En fait, dans la société, les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent également une augmentation significative des faits de violence, de 7% entre 2022 et 2023, mais tous les ans, ça augmente. Donc, en fait, on est aujourd'hui le reflet de la société avec effectivement cette notion supplémentaire qui est celle de la douleur, de la souffrance, de l'émotion, de l'inquiétude, de tout ce qui peut être généré autour du soin et de la maladie. Alors, il faut dire que les chiffres augmentent selon les données factuelles. Est-ce que les signalements augmentent aussi ? Est-ce qu'on peut vraiment affirmer que ces chiffres augmentent du fait d'une augmentation des violences ? On est quand même dans une société où de plus en plus, notamment pour les violences sexistes et sexuelles, on les déclare de plus en plus. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ? Alors, comme on n'a pas de système qui permette de centraliser l'ensemble des signalements, c'est difficile de dire si ça augmente. Les ordres eux-mêmes font recueil des signalements. L'Observatoire national des violences en santé en recueille aussi. Donc, globalement, sur chacun des systèmes, on peut dire que ça augmente, évidemment. Après, est-ce que c'est l'effet de parler du sujet qui fait qu'on déclare plus ? Et c'est tant mieux. Probablement qu'il y a une part de ça, mais il y a aussi une part de réalité. Je pense qu'il y a aussi une part de réalité. On ne pourra jamais faire la part des choses. Mais le fait est que de toute façon, quand on écoute et les auditions, nous avons auditionné 80 personnes morales ou personnalités. Et en fait, tous ont dit qu'on était très en dessous en fait, de la réalité. À la fois en violence externe et plus particulièrement aussi, et c'est ce qui a été très souligné, c'est les violences internes entre professionnels de santé, jusqu'aux violences sexuelles et sexistes. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les violences, finalement, même si les chiffres augmentent, elles sont encore trop peu signalées. Probablement qu'elles sont trop peu signalées. Alors après, il ne faut pas forcément tout signaler. Je pense qu'on ne pourrait peut-être pas tout traiter, mais elles sont sous-signalées, oui. Dans tous les cas, parfois, elles sont même parfois banalisées, en fait. Elles sont sous-signalées, sous-déclarées, parce que banalisées. Parce que aussi, les soignants, et je pense qu'ils considèrent parfois que finalement, le patient, il a raison d'être en colère. Il a raison d'être agressif. Parce que les conditions dans lesquelles on les accueille, elles se sont aussi dégradées et elles peuvent générer, expliquer et finalement excuser une part d'agressivité et de violence de la part des personnes externes, que ce soit les patients ou leurs proches. Très bien. Donc là, on a parlé, vous l'avez bien compris, des violences en général. Oui. Toute forme de violence. Je voudrais faire un focus sur les violences sexistes et sexuelles avec le docteur Mana, puisqu'il existe aussi cette forme de violence plus insidieuse qui sont les violences sexistes et sexuelles et qui sont une réalité à l'hôpital, surtout pour les femmes soignantes. De votre point de vue, docteur Mana, ces violences sont étroitement liées aux inégalités de genre dans les hôpitaux et dans les inégalités d'accès aux postes à responsabilité, puisque ces postes à responsabilité ne sont pas répartis équitablement entre les hommes et les femmes. C'est un sujet sur lequel vous travaillez activement avec votre association Donner des ailes à la santé, dont vous êtes la secrétaire générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Pourquoi ces inégalités de genre génèrent de la violence ?
Merci, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors, j'aimerais juste revenir sur un élément. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres qui disent de quelle est la part des violences sexistes et sexuelles de la part des violences globales faites aux soignants. Mais on sait que ça a une part importante et c'est transversal. Ça touche toutes les professions au niveau de l'hôpital, que ce soit les médecins, les infirmiers, les directeurs d'établissements, etc. Pour vous donner quelques chiffres juste par rapport à ça, on est à une femme médecin sur 3 en 2023. Sur toute la carrière des femmes médecins, c'est 8 femmes sur 10 qui ont été victimes de VSS. Une infirmière sur 2, selon l'Ordre national des infirmiers. 45% des directrices d'établissements ont été soit témoins, soit victimes elles-mêmes. Et un point commun sur ces violences, c'est que très souvent, soit c'est quelque chose qu'on accepte dans les mœurs de l'hôpital, soit on n'identifie pas la violence en tant que telle. C'est-à-dire que ça peut partir de l'outrage jusqu'au viol. Alors le viol, forcément, il est identifié, mais l'outrage sexiste, très souvent, on ne l'identifie pas. Et pourquoi je fais le lien et la corrélation entre l'accès au poste à responsabilité et les violences et l'émergence des violences? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un milieu, comme l'audience ici, c'est un milieu très féminisé. Aujourd'hui, selon l'OMS, 70% des métiers du care et du cure sont occupés par des femmes. Toutes professions confondues, 30% uniquement ont accès au poste à responsabilité. Donc toute la politique de l'établissement, la politique de santé, tout ce qui est mesures à mettre en place sont toujours aux mains des hommes. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut éradiquer. Trouver un équilibre entre les deux permettrait déjà de mettre en place un leadership qui soit inclusif, qui permettrait d'identifier les violences, d'éradiquer les cultures carabines et ces comportements qu'on accepte encore parce que c'est quelque chose, on côtoie le dramatique, comme on l'a dit, on va le dire. C'est des métiers où on côtoie le dramatique au quotidien, donc parfois on s'autorise des comportements violents en disant mais oui mais moi c'est rien, c'est une main aux fesses, ce n'est rien, c'est un petit propos, tu es susceptible, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on ouvre les postes à responsabilité aux femmes, on va avoir un regard qui permettra premièrement d'identifier ces comportements, de mettre en place des politiques pour les éradiquer et sensibiliser à ces comportements et en plus de ça, de mettre en place des mesures de sanctions pour que ce soit dissuasif et que l'hôpital soit vraiment bienveillant envers les soignants. D'accord, très bien. Alors, il y a eu un phénomène de société ces dernières années, notamment le mouvement MeToo, qui a aussi touché le monde de la santé, avec une prise de conscience sociétale des violences faites aux femmes, des violences sexistes et sexuelles. Vous, dans notre entretien préalable, vous m'avez dit, et c'est quelque chose qui m'a assez marqué, que l'hôpital avait 20 ans de retard par rapport au reste de la société. Oui, alors nous faisons partie d'en donner des ailes à la santé. Et je donne toujours cet exemple parce que je le trouve très frappant et personnellement, il m'a frappé. Nous faisons partie d'un collectif d'associations de femmes dans toutes les professions de la fonction publique. Donc il y a les femmes de l'armée, les femmes de la police, les femmes vraiment de toutes les professions. Et on représente la santé au sein de ce collectif. Lorsqu'on intervient avec ces associations, la présidente de l'association nous dit « Mais vous, à l'hôpital, vous avez 20 ans de retard par rapport aux autres professions. » Et elle parle en citant un exemple qui est femme de l'armée. Donc je ne sais pas si vous voyez à quel point ça peut être frappant. Et nous, au sein de l'hôpital, on a très peu conscience du retard qu'on a par rapport à la prise en charge de ces violences, la sensibilisation, le signalement, la formation, etc. Et quand on fait notre baromètre qui cherche à chiffrer, parfois, le baromètre est fait avec Ipsos. Et donc, quand on discute avec les statisticiens, ils nous sortent des verbatims qu'ils ont eus lors des enquêtes. Et très souvent, on est là, ah, ça c'est violent. Ce propos-là est violent. Et en fait, on est tellement peu formés aux violences de tous les jours et à ces comportements qu'on a du retard par rapport aux autres professions
de la fonction publique. Alors tout à l'heure, vous parliez de la culture carabine. Est-ce que ça explique ce phénomène ou est-ce qu'il y a d'autres explications possibles? La culture carabine n'explique pas tout, mais effectivement, c'est un aspect de ce phénomène-là. C'est-à-dire que, quelque part, on avait besoin de se défouler, vous en parlerez peut-être mieux que moi, mais de se défouler, d'extérioriser ce tragique qu'on vit au commun. On côtoie la mort, il y a une intimité, un rapport intime avec le corps humain. Il y a vraiment des horaires de travail qui sont très décalés parfois. Donc il y a cette proximité aussi qui fait que on va parfois justifier certains comportements violents parce que nous-mêmes, on est sujet à des violences ou à un stress particulier, etc. Et ça va entraîner des dérives. Vous me donniez l'exemple du bloc opératoire avec des comportements déviants. Ah oui, le bloc opératoire, je pense que c'est encore un microcosme différent au sein de l'hôpital et c'est encore autre chose parce qu'il y a une proximité physique aussi qui se crée. On sait aujourd'hui, enfin jusqu'à récemment, les professions par exemple chirurgicales étaient plus masculinisées que d'autres professions médicales par exemple. Et on avait ce rapport hiérarchique aussi qui se crée entre un chirurgien et une infirmière, par exemple. C'est ce qu'on essaye de changer avec toutes les actions qu'on essaie de mettre en place, certainement. Alors justement, les actions, vous parliez de prévention, vous avez parlé de sanctions tout à l'heure aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous souhaitez établir un baromètre de sanctions dissuasif? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, alors on est au salon infirmier, vous savez très bien aujourd'hui que les infirmières, sur le volet VSS, sont victimes, et les rapports le montrent, à des très hauts pourcentages, que ce soit de l'outrage jusqu'au viol. Et il y a même un fait récent de viol, si j'ai bien compris. Et pour pouvoir éradiquer, en dehors de la formation, du signalement, de la levée d'omerta, etc., qui est aidée par le mouvement MeToo, il y a un élément clé qui est les sanctions. Aujourd'hui, si vous ne sanctionnez pas un auteur de VSS, il va récidiver. Si vous ne sanctionnez pas un auteur de VSS, les victimes n'oseront pas signaler. Et ainsi de suite. C'est une boucle. Et donc, avec l'association, on travaille sûrement sur les sanctions. Premièrement, le baromètre. C'est-à-dire que vous faites ça, eh bien, vous encourez ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit que, notamment lorsque l'auteur est médecin, les sanctions sont très très peu, ne sont pas corrélées à la gravité du geste, à la gravité de la violence. Donc c'est surtout pour sensibiliser, dissuader et surtout mettre en place les sanctions avec l'ordre des médecins, les ordres concernés, les institutions sanctionnaires comme le Centre national de gestion et les différentes instances qui sont responsables. Donc ces sanctions, vous les voulez finalement très factuelles, une main aux fesses égale 3 jours de... Oui, factuelles et à la hauteur de la violence. Et surtout, qu'il y ait une transparence et une publication annuelle de ces sanctions-là pour qu'on soit au clair de combien il y a eu de signalements et combien de sanctions derrière. Parce que si on dit aux gens, allez signaler, mais qu'il n'y a rien derrière, il ne se passera rien et les gens signaleront moins. Si on dit aux gens, vous signalez, on va vous protéger, on va vous accompagner, parce qu'il y a souvent cette position hiérarchique aussi. Donc, la victime va se dire, mais moi, je vais perdre mon travail, moi, ce professeur, on va pas le toucher, on va rien faire, c'est moi qui vais perdre. Si on dit aux victimes, on va vous accompagner, et c'est une mesure qu'on propose, c'est-à-dire d'accompagner les victimes sur leur carrière professionnelle pendant 3 ans, s'assurer qu'il n'y a pas eu de mutation, qu'il n'y a pas eu de changement, etc. Et derrière, on dit, voilà, on a sanctionné et c'est quelque chose d'exemplaire, que ce soit sur la procédure de l'établissement, mais aussi pénale, judiciaire, forcément, on pourra mieux sensibiliser pour le signalement et pour l'éradication des VSS. Très bien. Docteur Magali Briane, vous accompagnez des soignants en souffrance. C'est votre métier, vous faites ça au quotidien dans votre clinique, donc c'est un centre de jour, d'après ce que j'ai compris, un hôpital de jour, pour les soignants, spécifiquement les soignants qui sont en souffrance, donc en burn-out. Comment la violence au quotidien peut-elle impacter la santé mentale des soignants, vous qui êtes vraiment spécialiste de la santé mentale des soignants?
Alors, je vais déjà repositionner. Effectivement, hein, on est un centre de jour qui existe depuis 2018 et qui est exclusivement consacré à l'accueil des soignants en difficulté. Alors, la violence, quelle place elle prend dans notre patientèle? Je ne saurais pas vous dire comme ça. Tout dépend de ce qu'on appelle la violence. Parce qu'on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, mais on est dans un milieu qui est extrêmement violent. Donc, il y a les violences qui sont visibles. La violence managériale, la violence des patients et de leurs proches, la violence dans les équipes. Ça, j'ai envie de dire, ce sont des violences visibles. Mais moi, il y a une forme de violence sur laquelle j'aimerais attirer l'attention, c'est la violence invisible, la violence du quotidien, parce que nos métiers sont des métiers violents. Voir des familles qui crient de douleur, voir des patients qui crient de douleur, voir des gens qui sont vraiment très très mal, qui souffrent à cause d'une annonce, à cause d'une pathologie ou de la douleur physique, c'est quelque chose qui au quotidien est extrêmement violent. Alors si on englobe l'ensemble de cette violence, je dirais que toute ma patientèle est victime de violence. Voilà. D'accord. Parce que ce sont vraiment des choses qui viennent user, qui viennent abîmer. Moi je dis toujours que prendre soin des autres, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Pour sa santé mentale, pour sa santé physique aussi d'ailleurs, mais bon, je suis moins spécialiste de la santé physique et c'est plus communément admis que de porter des malades, ça abîme le dos. Mais éponger quelque part ou être au contact avec la souffrance des patients et des familles toute la journée, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et oui, les gens que je reçois sont tous des gens qui sont abîmés par l'une ou l'autre de ces formes de violence. Et quelles sont les manifestations? Donc vous vous occupez de soignants qui sont en état d'épuisement professionnel finalement. Alors, pas exclusivement, c'est intéressant que vous réutilisiez ce mot, pas exclusivement en épuisement professionnel ou en burn-out. Moi, j'aime bien dire qu'en France, le burn-out, c'est un peu la tarte à la crème de la souffrance psychologique des soignants. Parce qu'effectivement, il y a le burn-out, mais il y a d'autres choses que dans d'autres pays, que notamment les sciences infirmières s'en sont saisies et font de la recherche dessus. On l'a déjà évoqué ensemble, hein, c'est la question de l'usure compassionnelle, c'est la question du traumatisme vicariant, c'est la question du stress post-traumatique, de la traumatisation secondaire, qui d'ailleurs fait partie maintenant du DSM-5 depuis 2013. Hein. Donc ça veut dire que les scientifiques ont bien reconnu que les patients se traumatisaient au contact des récits ou de leurs propres patients. Je ne me souviens plus de votre question. On en était sur l'impact de la violence sur la santé mentale. Oui, voilà, donc l'impact, il est extrêmement important parce qu'il y a donc finalement des gens qu'on reçoit parce qu'ils ont été victimes de violences visibles. Hein, donc, se sont fait agresser dans leur unité par des patients, par des familles. Il y a des problèmes effectivement de VSS. Et là, quelque part, il y a des signes qu'on va objectiver et qui sont des signes directs de cette exposition à une violence directe. Et puis à côté de ça, il y a les signes plus insidieux d'épuisement émotionnel, peut-être plus que professionnel, qu'on peut voir chez les gens qui sont victimes de ces petites violences structurelles que j'ai signalées. Est-ce que ces soignants arrivent facilement à verbaliser, à mettre le doigt sur la forme de violence? Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'on a créé cette unité en 2018. J'aime bien dire que c'était en 2018 parce que c'était avant la crise sanitaire. Il ne faut pas croire que la souffrance des soignants, elle est arrivée avec la crise sanitaire. La souffrance des soignants, c'est très ancien. Mais ce n'était pas du tout objectif en France, pas du tout parlé en tout cas. Mais moi, dans l'unité que je dirigeais à l'époque, qui était une unité, ce qu'on appelle de pathologie duelle, hein, addiction et psychiatrie, il y avait beaucoup de soignants et des soignants qui allaient très mal. J'ai encore perdu le fil de ma question. Alors, je pense qu'on en était toujours sur les manifestations et sur l'impact sur la santé mentale des soignants, mais c'est très bien, on comprend bien l'historique de votre unité. Et en effet, que les soignants, finalement, ont toujours été en souffrance. Vous me demandiez si les soignants verbalisaient facilement. Oui, verbalisaient facilement. Déjà, ils ne verbalisent pas facilement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui leur arrive. Et ça, c'est extrêmement important et c'est l'idée d'en parler de plus en plus. C'est parce qu'on parlait des VSS. Déjà, dans les VSS, il y a beaucoup de soignantes qui considèrent que c'est quasi normal, c'est l'habitude, c'est comme ça. On a été éduqués comme ça pendant nos études, pendant notre carrière. Donc déjà, elles ne vont pas le verbaliser puisqu'elles
Voilà. À côté de ça, il y a aussi la peur pour la carrière. Vous l'avez aussi très bien signalé, que ce soit lors de violences de VSS ou de violences managériales, les gens ont peur pour leur carrière et encore plus les jeunes médecins. Moi, je suis frappée, j'accueille beaucoup d'externes et d'internes. Je suis frappée de la peur que ces jeunes professionnels ont à verbaliser ce qu'ils vivent pendant leurs études. Je vais citer un truc tout bête. Moi, j'ai un fils qui est interne maintenant, mais quand il était externe, il est rentré un jour à la maison en me disant « Tu sais, ça fait bizarre, dans le service, on ne nous appelle pas par nos prénoms, on nous appelle ECG. » Je suis désolée, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est quand même... Moi, je trouve ça violent personnellement. C'est une forme de déshumanisation. Une forme de déshumanisation. Ça veut dire, les externes, ça tourne, donc on ne va pas apprendre leur prénom, ça ne sert à rien. Personnellement, je trouve ça très violent. Les internes, j'en parle pas. Et là encore, les internes ont beaucoup de mal à signaler tout ça et à signaler leurs souffrances. Et ils ont... Alors, il y a une instance qui pourrait les aider, c'est la médecine du travail. Et ça, c'est extrêmement important. Mais les internes, les externes, voire même les praticiens, ont beaucoup de mal à aller voir les médecins du travail. Moi, je trouve ça dommage. Je travaille beaucoup avec les médecins du travail des établissements de Lyon. Je trouve ça dommage, mais ils ont peur parce qu'ils ont l'impression que ça va se savoir, que ça va être une entrave à leur évolution de carrière. Quand vous êtes interne, vous voulez un poste de chef, vous n'avez pas envie que tout le monde sache que vous êtes allé vous plaindre de votre hiérarchie, par exemple, même si c'était très justifié. Et puis, il faut savoir aussi que dans nombre d'établissements, pendant longtemps, le logiciel de médecine du travail était le même que le logiciel patient. Alors ça, heureusement, ça a évolué. Ça, c'est problématique. Mais ça, c'était problématique. Ouais. Moi, j'ai une dame, alors pour ne pas la citer, j'ai une de mes patientes qui était secrétaire dans un service d'urgence et elle m'expliquait qu'elle n'allait pas voir son médecin du travail parce que donc il y avait cette porosité entre les logiciels et que je lui dis mais écoutez, il y a des autorisations, tous les professionnels n'ont pas accès à tous les dossiers. Elle me dit oui, mais ceux des urgences, si. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que les gens ont beaucoup de mal à venir parler, à venir dire ce qui leur arrive et donc à être pris en charge derrière, à être soutenu, à être accompagné derrière. Ça fait partie des préconisations que nous, on fait dans notre dispositif. Moi, j'essaye que les gens puissent venir d'eux-mêmes. Je ne demande pas d'adressage médical, je ne demande pas... Quelqu'un qui a besoin, il téléphone, on le rappelle et on voit avec lui s'il a besoin d'être accompagné ou pas. Alors ça fait partie de vos préconisations. Vous avez aussi mis en place une initiative dans votre établissement qui est l'atelier du beau, pour donner un peu pour montrer du beau aux soignants en souffrance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'atelier du beau? Je sais que ça vous a marqué quand j'en ai parlé. Ça m'a marqué puisque c'est une note positive en fait dans un contexte assez sombre. Oui, alors on aime mettre un peu de positif dans ces conférences. Il n'y a pas que ça dans notre dispositif. C'est un dispositif de soins par palier. Bon, je ne vais pas en débattre là, mais effectivement dans ce dispositif, on a intégré ce qu'on appelle l'atelier du beau. D'abord, j'ai voulu ce nom parce que effectivement, c'est du positif et ça me plaît. En fait, c'est un atelier d'art-thérapie cognitive. Quand je dis art-thérapie cognitive, c'est parce que c'est une forme d'art-thérapie qui s'appuie sur les neurosciences. Et en fait, on va stimuler effectivement des zones qui s'activent. Je vais simplifier, mais on va stimuler des zones qui s'activent quand on regarde du beau, quand on est exposé au beau, parce que notre métier, au contraire, vient stimuler les zones cérébrales qui nous connectent à la souffrance. L'action des neurones miroirs, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que chacun a entendu parler des neurones miroirs. Et en fait, quand un soignant est au contact de la souffrance toute la journée, quelque part, il se passe quelque chose comme s'il souffrait presque toute la journée. Je schématise beaucoup, mais je crois qu'il faut avoir ça en tête. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Alors, être soignant, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Bon, voilà. Mais il faut avertir nos soignants que ça se passe comme ça pour que justement, il puisse y avoir des initiatives qui viennent un petit peu compenser, contrebalancer ça. Je crois beaucoup qu'il faut en parler, qu'il faut éduquer les jeunes soignants, quelle que soit leur profession, au fait que leur profession va les exposer à des choses qui sont difficiles. On leur dit bien, vous allez avoir mal au dos. Voilà. Donc en fait, pourquoi on
on ne leur expliquerait pas qu'il va aussi y avoir cette exposition professionnelle-là, que qu'on sait faire, qu'on sait contrebalancer ça. Mais voilà. Très bien, donc là c'est une approche innovante, l'atelier du beau. On est sur une solution de prise en charge. On peut maintenant peut-être revenir à la prévention pour éviter d'en arriver là. Donc c'est en effet sensibiliser, former, Il faut en parler, sensibiliser. oser en parler avant même que ça n'arrive finalement. Et vous, Nathalie Nion, dans votre rapport, pour en revenir à une vision peut-être plus macro, dans votre rapport, vous préconisez des solutions. Donc il y a un plan ministériel qui a été issu de votre rapport qui malheureusement a été mis à l'arrêt avec les différents rebondissements gouvernementaux qu'on a eus ces derniers temps. Mais un plan ministériel a été mis en route en septembre 2023 suite à la publication de votre rapport. Ce rapport préconisait des solutions d'ordre politique, institutionnel et local. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous en parler brièvement, puisque on aurait besoin d'heures supplémentaires pour parler du rapport, mais au niveau politique, quelles sont les solutions? Au niveau institutionnel, quelles sont les solutions? Et au niveau local, on parle d'initiatives locales qu'on peut trouver ici et là. J'ai entendu parler vous m'aviez parlé d'une initiative à l'hôpital Foch qui avait mis en place un logiciel urgence. Vous m'aviez parlé d'initiatives de chiens médiateurs qui viennent apaiser les tensions. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces trois niveaux, politiques, institutionnels et locaux? Oui, on voit bien dans tout ce qu'on a dit que la violence, les faits de violence, c'est pas un instant T, c'est tout un processus en fait. Et comme tout processus, il y a des causes latentes et des causes patentes, pour reprendre un modèle très connu en gestion des risques. Donc en fait, les solutions, elles sont à la fois en aval et elles sont en amont et en aval. Donc en amont, il y a effectivement toute la question des solutions entre guillemets politiques. Et vous parliez de sanctions, et là on est dans la dimension politique, dans la dimension réglementaire. Et je pense que ce qui est valable pour les violences sexuelles et sexistes l'est aussi pour les violences qui sont physiques, verbales. Et on voit bien qu'il y a un texte de loi qui avait été proposé et qui avait été soumis à l'Assemblée nationale en 2024, qui était jusqu'alors en stand-by et qui devrait être soumis au Sénat en mai 2025 et qui va notamment aggraver les sanctions dans les cas de délits, d'outrage, d'injures, etc. auprès des professionnels. Il va même élargir. C'est un texte qui élargit le délit d'outrage à l'ensemble des professionnels qui exercent dans des structures de santé et qui permet par ailleurs aux employeurs de déclarer, de signaler à la place de leurs employés des faits de violence, avec leur consentement bien sûr. Donc il y a cette partie législative, il y a toute la dimension des préventions de santé publique, sur les addictions, sur la psychiatrie, les parcours de soins, retravailler les parcours de soins, et on voit bien, là on est sur un plan santé mentale qui est valable pour les professionnels de santé et pour les patients, parce que finalement ils deviennent des patients, ces professionnels entre guillemets atteints. Donc on voit bien tout un plan, là en 2025, il y a un grand plan santé mentale qui va être proposé, donc j'espère qu'on pourra y trouver des solutions aussi pour les prises en charge des professionnels notamment. Il y a toutes ces dimensions-là. Il y a aussi, après, je ne vais pas tout décrire, mais si on veut aller sur des plans, sur un plan local, vous parliez des médiateurs. Il y a des médiateurs qui sont des personnes médiatrices. Il y en a eu dans les services d'urgence. Il y en a qui ont créé ces professions de médiateurs. Donc c'est en amont, c'est pour prévenir ou c'est pour... C'est en amont, c'est pour D'accord. prévenir finalement, parce qu'une situation, elle n'est jamais un instant T comme ça. Il y a parfois des signes d'alerte et ça aussi, il faut qu'on apprenne à les découvrir. Donc on parlait là on est sur de l'individuel, mais effectivement les formations nous permettent aussi de découvrir comme on le fait. On a des prises en charge d'urgence en santé mentale ou en psychiatrie qui permettent de déconnecter, de comprendre, peut-être d'être alerté par des signaux non verbaux parfois qui peuvent faire comprendre aux professionnels en face qu'il va se passer quelque chose. Donc ça, on est plutôt là, on est sur de l'individu, mais c'est aussi des politiques globales. Qu'est-ce qu'on veut proposer à nos professionnels, justement, pour leur permettre de développer leurs compétences, de mieux connaître et se connaître. Je vous rejoins, se connaître. Effectivement, c'est important aussi dans cette dynamique de prévention. En amont, après, on a tous les systèmes, lorsqu'on est dans la situation, il y a évidemment tous les systèmes d'alerte qui peuvent permettre d'alerter très rapidement, y compris pour des professionnels de santé qui sont au domicile, ils ont besoin de ça, de pouvoir appeler rapidement, de pouvoir signaler rapidement qu'ils sont victimes. Donc on a tous ces dispositifs d'alerte qui peuvent améliorer. Mais en fait, tout est lié parce que finalement,
Alors, tout n'est peut-être pas nécessairement de l'argent, hein, mais quand même, à un moment donné, comme le disait Alexis, hein, malgré tout, à un moment donné, il va y avoir quand même besoin finalement de financement pour toutes ces solutions qui ont été proposées, dont certaines ont été retenues effectivement par le plan qui a été proposé en septembre 2023 et qui pour l'instant reste Et c'est en à l'état. stand-by. Ah oui, exactement. Donc on est sur des expérimentations finalement. Exactement locales, parce que quand même certains établissements, certaines structures se sont emparées encore plus du sujet et finalement ont décidé de décliner localement ce qu'ils pouvaient décliner, voire trouver des solutions qui n'étaient pas forcément proposées dans le rapport, mais qui vont améliorer, comme la médiation animale, qui peut permettre à la fois dans les EHPAD la possibilité de faire entrer son propre animal. Déjà, je pense que c'est apaisant pour les personnes âgées. On sait que les personnes âgées peuvent aussi avoir des comportements agressifs parce qu'elles sont dans une situation hors de leur vie habituelle, donc on le sait. Donc ça, je pense que ça peut y contribuer, mais il y a aussi ces médiations animales, et notamment, c'est là encore l'hôpital Foch qui a, dans son service sécurité, qui a intégré un chien, voilà, qui participe soit aux rondes, soit aux interventions, soit qui peut effectivement, pour moi, être un médiateur. Et à la paix aussi, il y a aujourd'hui à la paix des expérimentations d'ouverture de services à des animaux, en dehors des animaux d'aveugles, puisque ça c'est obligatoire, on ne peut pas refuser, mais voilà, des expérimentations pour permettre l'entrée de l'animal. On sait que les animaux sont apaisants, on le sait dans plein de domaines. Il est peut-être encore un peu tôt pour évaluer. Complètement. Alors, la difficulté dans tous ces dispositifs, finalement, dans tout ce qu'on met en place, c'est souvent est-ce que c'est évalué ou pas. Et c'est finalement pas si souvent évalué. Alors, effectivement, on peut avoir des indices avec l'amélioration des signalements, l'amélioration des déclarations, mais c'est quand même rarement des systèmes qui sont vraiment évalués sur le terrain. C'est-à-dire, voilà, avant, après, qu'est-ce que ça a amélioré et là, on est plus sur l'objet de la recherche, en fait. Très bien. Docteur Mana, vous avez, au niveau institutionnel, puisque là, on a parlé politique et finalement local, mais au niveau institutionnel, vous, avec votre association, vous avez mis en place des chartes d'engagement des hôpitaux. Vous m'avez dit qu'il y a des tout petits hôpitaux qui la signent et des structures bien plus grandes. Est-ce que vous pouvez déjà évaluer l'efficacité de ces chartes que vous faites signer aux hôpitaux et est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots aussi? Ça rejoint ce que vous disiez juste là. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un petit peu les petites démarches qui se mettent en place par-ci par-là. Dans l'association, on a rédigé une charte en 2020, l'année de création de l'association, qui est une charte d'égalité. Et dans cette charte, il y a un point essentiel qui est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et toute autre discrimination. Et les établissements sont amenés à signer cette charte de manière symbolique pour pouvoir s'engager dans cette démarche-là. Et ce qu'on se disait, c'est que il y a tout type d'établissements signataires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une centaine d'établissements. Ça va de la PHP, qui est un énorme établissement avec des dizaines d'hôpitaux, aux petits hôpitaux de régions assez éloignées, on va dire, des grands CHU, qui veulent se mettre dans cette démarche d'égalité. Et c'est très intéressant parce que en mettant en relation ces établissements, on arrive aussi à prendre les mesures qui marchent et qui sont mises en place par-ci, par-là, et à les inculquer, à les donner, à les communiquer aux établissements qui arrivent en disant nous, on n'y connaît rien dans ce domaine-là, on aimerait s'engager, comment est-ce qu'on fait? Donc on a l'établissement qui arrive en nous disant voilà, j'ai mis telle démarche. Et voilà, par exemple, pour les signalements pour les VSS, j'ai mis en place une application pour les témoins, une application pour les victimes. Je donne un exemple, c'est les hospices de Lyon qui ont une application dans laquelle on signale si on est victime ou si on est témoin d'une violence sexiste ou sexuelle et qui vont dire nous, on a mis en place cette mesure-là. On va la communiquer aux autres établissements. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous voulez échanger? Est-ce que vous voulez partager votre retour d'expérience du terrain? Il y a des établissements, la semaine dernière, on a signé avec le centre hospitalier Alpes-Léman, qui ont fait 2 semaines de sensibilisation des soignants et de tout le personnel hospitalier aux violences sexistes et sexuelles dans le contexte actuel, en créant des jeux à la sortie du relais H, à la sortie des services, des jeux interactifs pour justement dire
aux soignants et au personnel hospitalier, bah, ça c'est l'outrage sexiste, ça c'est le harcèlement, ça c'est le viol, ça c'est l'agression. Et en fait, cette mesure-là, on va essayer de l'extrapoler, de l'emmener aux autres établissements qui sont demandeurs et de faire interagir les gens entre eux. Et c'est ce qu'on fait aussi lorsqu'on signe avec les ARS. Donc avec cet aspect un peu plus territorial, je donne l'exemple de l'ARS Grand Est, qui rassemble à chaque fois les référents égalité ou les personnes des ressources humaines qui sont responsables de ces questions-là des établissements du territoire et qui vont venir échanger des difficultés auxquelles ils font face, des éléments des établissements, des particularités de leurs établissements, pour qu'on avance ensemble, parce que l'idée aussi, c'est de fédérer tout le monde pour trouver des solutions communes, qu'elles soient à l'échelle individuelle, collective et plus large au sens national. Très bien. Docteur Magali Briane, pour finir sur ce volet solution, enfin, on ne terminera jamais sur le volet, mais pour éclairer un peu sur une autre partie du volet solution, vous militez, enfin avec votre association, parce que vous faites aussi partie, j'ai oublié de le préciser, que vous faisiez partie de l'association SPS, donc c'est Soins aux professionnels de santé. Avec votre association, vous demandez à ce qu'il y ait des espaces de parole qui soient ouverts pour les soignants, pour leur prise en charge, pour favoriser l'accès aux soins, et aussi des espaces comme celui que vous avez ouvert près de Lyon, c'est-à-dire des services de soins dédiés aux soignants. Pourquoi des services de soins dédiés aux soignants plutôt que mélanger les soignants avec les autres personnes de la population? Alors, pour répondre à votre question, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est difficile pour un soignant d'aller consulter. Ce qu'on appelle les unités dédiées que référence l'association SPS, dont je suis effectivement la vice-présidente, elles ont vu le jour dans les années 2015 à peu près, parce qu'il y avait des premières études qui montraient que les soignants accepteraient de se faire soigner, mais à condition d'être à distance de leur lieu d'exercice. Il y a vraiment une très très grosse peur des soignants de venir consulter, d'être en soins en hôpital de jour ou en hospitalisation complète et de croiser leurs propres patients. D'où l'intérêt, à mon avis, de ces unités dédiées et d'où l'intérêt de séparer les patients soignants des patients tout venant. Il y a cette première chose. La deuxième chose qui me paraît importante, et c'est pour ça que moi j'incite beaucoup aux prises en charge collectives, groupales de ces soignants, c'est que souvent le soignant, il a honte. Il a vraiment honte d'être dans cette situation, de ne pas pouvoir continuer à aller travailler, de laisser son équipe avec une personne en moins. Enfin voilà, il ne se sent pas assez fort pour être soignant. C'est très très stigmatisant. Et donc de se retrouver dans des collectifs de soignants où on va pouvoir parler des mêmes difficultés, des mêmes souffrances, ça vient quand même légitimer. Et souvent, on voit bien dans nos ateliers thérapeutiques ce que les gens ne voient pas pour eux-mêmes, parce qu'il y a toute une série de défenses psychiques qui viennent éviter qu'on le voit. Ils vont le voir pour l'autre soignant, l'autre infirmière, l'autre médecin. Et petit à petit, ils vont se dire « Ah ouais, mais finalement, moi aussi, c'est ça que je ressens ». Donc, pour moi, c'est les deux raisons fondamentales pour qu'il y ait des endroits vraiment spécifiquement dédiés aux soignants. D'un côté, pour lutter contre la peur de la stigmatisation, et de l'autre côté parce que c'est vraiment quelque chose de thérapeutique finalement de se retrouver entre soignants. De l'ordre de l'identification finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, j'aime bien dire le terme on grandit parce que pendant nos études on grandit avec l'idée qu'il faut être fort, que le soignant n'a pas le droit de souffrir. Si on n'est pas fort, on ne peut pas être un bon soignant. Et donc, c'est très, très compliqué pour le soignant derrière d'accepter qu'il peut effectivement souffrir et que ce n'est pas pour autant qu'il est un mauvais soignant. Pour une petite anecdote, j'ai dans ma patientèle une interne de psychiatrie et elle a mis énormément de temps à venir consulter. Et quand je lui demandais, mais pourquoi ? Parce que, voilà. Et elle me répond, parce que ma mère m'a dit, si tu vas voir un psychiatre, tu ne pourras jamais être psychiatre. Voilà, et j'aime bien raconter cette petite anecdote parce que c'est vraiment
une caricature de ce qu'on peut entendre, mais je crois que c'est très très présent quand même chez nos collègues, chez nos confrères, et on a cette image qu'il faut être fort émotionnellement, que sinon on n'est pas un bon soignant. Ça vaut ce que ça vaut. Oui, donc c'est très ancré finalement. C'est très très ancré. Les idées. Et ça se transmet de génération en génération. Si je peux apporter un élément personnel, c'est que j'ai vécu moi-même, et j'ai eu la chance pour le coup, je le dis, de vivre moi-même en 1990, vous voyez, c'était il y a bien longtemps, un burn-out, donc une surcharge émotionnelle, hein, parce que c'est comme ça que... Et donc je me suis beaucoup intéressée au sujet, et c'est comme ça que j'ai appris à prendre soin de moi, en fait. Donc finalement, aujourd'hui, je dis que c'est une chance, elle n'était pas sur le moment. Non, mais tout à fait. Mais effectivement, je pense que c'est... voilà, il faut qu'on dise à nos soignants, à nos jeunes professionnels, à tous nos jeunes professionnels, que ça peut arriver. Et donc, il faut prendre soin de soi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, il y a quelque chose qui me porte beaucoup, c'est qu'à la fin du parcours qu'on propose aux soignants, qui est un parcours qui prend quand même au moins 6 mois, hein, parce qu'on va vraiment travailler en profondeur, les gens me disent « Mais pourquoi on ne m'a pas dit ça avant ? J'aurais aimé qu'on me dise ça avant. J'aurais aimé qu'on me donne ces outils avant. » Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous venez de dire. Et moi, je suis convaincue, parce que moi, soigner des soignants qui vont mal, c'est pas mon truc. Hein. Voilà, je suis plutôt dans une démarche, j'aimerais pouvoir être dans une démarche de prévention. Et mon discours, là, aujourd'hui, c'est de dire, utilisons ce que l'on a construit comme outil pour soigner et qui fonctionne, pour l'utiliser en termes de prévention. Oui, donc en effet, un des leviers d'action, c'est la prévention et la formation. On va insister sur ce point, parce que finalement, l'échange qu'on vient d'avoir, il est à la fois alarmant, mais il est aussi porteur d'espoir, puisqu'on a des pistes de solutions. On n'a pas toutes les solutions, mais on a des pistes de solutions, dont la prévention, la formation. On a des solutions de prise en charge aussi, mais pourquoi en arriver à la prise en charge quand on pourrait mieux prévenir en amont? Et si je peux me permettre oui, de bien rajouter, sûr. ça permet aussi de prévenir finalement, d'être plus aguerri, ou en tous les cas plus prêt à recevoir la violence aussi des autres. Je pense que ça contribue. Cette préparation à prendre soin de soi fait qu'on se connaît mieux, et du coup on est aussi plus réceptif par rapport à ses propres émotions et à ce que nous renvoie le patient, et du coup l'agressivité peut être aussi perçue, en tout cas gérée différemment, je pense. Oui, tout à fait. Et puis surtout il y a encore pour des étudiants qui vont choisir de faire des métiers de soins, il y a une représentation aussi. On va aider l'autre, on va être au service de l'autre. Donc on n'imagine pas que l'autre risque d'être violent avec nous. Donc je pense vraiment effectivement qu'il faut donner les outils, et qu'il faut, je reviens dessus, en parler pour que ce ne soit pas une surprise, pour que les gens puissent observer ce qui leur arrive face à ces comportements violents, et puissent savoir demander de l'aide si nécessaire. Très bien, et ça évitera de fragiliser les professionnels de santé eux-mêmes et le système. On n'en a pas ou peu parlé, mais finalement le système de santé est très impacté par la fragilisation des soignants, avec en effet ce phénomène d'absentéisme, de turnover, l'attractivité des métiers qui en pâtit. Les infirmiers qui arrêtent après un certain nombre d'années d'exercice. Donc il n'y a pas que les violences, hein, c'est tout un ensemble, c'est un cumul de facteurs. Mais la violence en fait partie, donc d'où l'importance de se saisir de ce sujet. On arrive à la fin de cette intervention, le temps passe. Nathalie Nion, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, vous l'avez déjà évoqué là à l'instant, les répercussions, elles sont importantes pour le système, pour l'individu, pour le système, pour le collectif, pour le métier, pour les métiers eux-mêmes, puisque ça contribue à la baisse d'attractivité de certains de nos métiers du soin aussi. Alors il y a d'autres choses, vous l'avez dit, hein, les conditions de travail, le rythme, etc. Mais tout ça est un tout. Et effectivement, ça va dans le sens de ce que disait Alexis Imbert-Bataille sur la santé des professionnels, en fait. Et ça, cette santé, ces violences, elles peuvent impacter cette santé et du coup impacter la profession au sens large. Très bien. Je vous remercie, chères expertes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ensuite, on donnera le micro au public, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des questions pertinentes et très intéressantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a une question? Oui, alors je ne sais pas si... Je vais faire moi-même passer le micro. Je vais peut-être me permettre de... prendre un. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors merci déjà pour cette intervention, mais qui a été
très intéressante, alors surtout à titre personnel. Un retour d'expérience, j'ai travaillé pendant 13 ans dans des blocs opératoires, voilà. Donc, infirmière anesthésiste, donc je connais très bien le milieu et le contexte de ce que peut être un plateau technique, même si Alexis n'aime pas ce terme de technique. Mais en tout cas, des cadres, des contextes de travail très spécifiques en fin de compte. Et en 2017, donc, j'ai été un témoin silencieux d'une situation de harcèlement grave dans mon établissement. J'ai été, on m'a dit un jour, seconde victime parce qu'il y avait une vraie omerta. Sauf que bon, j'ai vu l'organisation et des individus harceler une anesthésiste qui est partie d'ailleurs, qui a fini par partir. Ça a duré. Et l'omerta dans le service, etc. Donc moi, ça a été aussi un déclencheur d'un motif de départ de l'établissement où je travaillais en fin de compte. Ça a amené la démission de 3 personnes d'ailleurs aussi. Quel meilleur conseil est-ce que vous pourriez donner justement à une personne comme moi à aujourd'hui? Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec notamment l'année dernière, le MeToo Hôpital qui a catalysé un petit peu, qui a levé un petit peu cette omerta, et avec les différents événements qui font changer de camp un petit peu à cette omerta et à cette honte et à cette peur de dénoncer. Premièrement, se rapprocher des institutions aujourd'hui, de l'ordre, des associations, parce que le travail est fait de façon très acharnée et vraiment il y a de plus en plus de mesures de signalement, d'accompagnement des victimes et de dénonciation aussi pour que ces agissements cessent. On a fait un long chemin, il y a encore énormément à faire, mais les choses évoluent. Et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut signaler. Signaler au référent égalité, au référent VSS ou violence de l'établissement. Et ensuite, derrière, si rien n'est fait, signaler à l'extérieur de l'établissement. Donc l'ordre, si on est rattaché à un ordre, une association ou d'autres structures pour faire bouger les choses. Et derrière, tout est fait au plan institutionnel pour qu'il y ait des mesures qui soient mises en place, une transparence de ces mesures et des sanctions derrière. Et on a de plus en plus de chiffres à rendre au niveau des établissements et de modalités en fait et de prise de sanctions qui sont à mettre en place. Et l'établissement doit rendre des comptes. Donc aujourd'hui, les choses bougent. Il faut signaler certainement. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond complètement à ma question. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, Madame Jean-Charles. Donc, je suis cadre de santé. J'ai trouvé très intéressant, effectivement, votre sujet. Hein. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous intervenez auprès des IFSI? Parce que je pense que la prévention, elle doit... Vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous intervenez donc auprès des IFSI? Parce qu'il me semble que la prévention, à tous les niveaux, devrait commencer par là. Hein? Alors, à qui vous adressez-vous? Aux représentants des associations, par exemple Parce que j'imagine que Madame Nathalie Lignon, c'est dans vos recommandations ministérielles de former dès la formation initiale les jeunes. Peut-être que vous avez des réponses complémentaires. Alors, dans les IFSI, ça dépend des IFSI, puisque les programmes, ils sont quand même de toute façon définis sur un plan ministériel. Alors, certaines IFSI ont inclus un module ou des interventions sur le sujet, mais ce n'est pas généralisé. Mais comme dans d'autres parcours d'étudiants, hein, comme pour les externes. Et ce sont souvent d'ailleurs les syndicats qui s'emparent, les syndicats professionnels qui s'emparent du sujet et qui font, eux, de la formation auprès de leurs adhérents. Beaucoup. Et deuxième chose, je voulais juste rajouter, moi je suis une vieille infirmière. À mon époque, avant d'entrer à l'école d'infirmière, on était vu par un psychologue. Donc ça permettait aussi déjà de préparer la personne, me semble, hein, à ce métier difficile, parce qu'on pense qu'effectivement c'est un très beau métier, mais effectivement c'est très difficile.
Donc je pense que peut-être revenir à ça, ça permettrait déjà de préparer, je ne sais pas. Hein. Moi je vois que je reçois des étudiantes de 17 ans, 18 ans qui ont fait Parcoursup juste parce que la copine a... Voilà, je ne savais pas quoi faire. Moi je leur demande, je ne savais pas quoi faire, ma copine a fait ça, j'ai fait. Sans avoir vraiment la notion de ce qu'on va retrouver. À mon époque, on nous préparait, par exemple, à voir le patient nu. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut choquer lorsqu'on est jeune. Donc, je pense que toutes ces démarches doivent être faites en amont avant que les étudiants ne soient des professionnels et se retrouvent confrontés à ce genre de situation. Oui, oui, je partage tout à fait votre point de vue. Alors après, je ne sais pas si ça doit être obligatoirement fait par un psychologue, mais effectivement, il faut il faut que tout ça soit parlé, il faut qu'on accompagne les jeunes. Vous avez raison de parler du choix sur Parcoursup. Je pense que ça pose quand même pas mal de questions. Et effectivement, auparavant, en école d'infirmière, il y avait des entretiens qui permettaient d'aborder tous ces sujets avec les étudiants. Je peux que être d'accord avec ce que vous dites. Il faut en passer par là. Mais bon. Après, ça peut se faire avant, ça peut aussi se faire au début. Si vous voulez, ça peut être intégré dans le parcours. Je pense qu'il n'est pas trop tard si on l'intègre en début de parcours pour prévenir les jeunes étudiants avant leur premier stage. Parce que je crois que la question du premier stage est vraiment déterminante. Donc on a un petit peu de temps avant pour commencer à évoquer les sujets. Mais je vous rejoins, il faut en parler. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Peut-être une dernière? Non? Alors, je vais remercier de nouveau tout le monde, vous, public, pour votre participation. J'espère que cette table ronde vous a plu. Et vous, intervenantes, pour l'apport de votre expertise. Ce sujet est passionnant. J'espère qu'on en entendra encore parler, mais positivement, c'est-à-dire que les prochains chiffres annoncés seront en baisse et qu'on trouvera des solutions, qu'on les mettra en place, ces solutions. Et surtout, oser en parler, c'est peut-être le message de la table ronde, oser en parler et signaler, puisqu'on est malheureusement dans un constat de sous-déclaration des violences, quelle que soit leur forme. Je vous remercie et à très bientôt.